Ma mère et mon père étaient tous deux orphelins. Mon père est décédé 2 semaines avant ma naissance. Je n'ai jamais pu le rencontrer. Je n'ai même jamais vu de photos de nous ensemble car il n'y en avait pas. Ma mère disait que c'était un homme bien, mais elle ne parlait pas beaucoup de lui. Cela lui faisait trop mal. Après son décès, nous n'étions plus que 2, elle et moi, seuls mais ensemble. Elle n'avait personne, pas de parents, pas de frères et sœurs, pas de famille sur qui s'appuyer. Mais elle a veillé à ce que je ne ressente jamais cette absence. Je n'ai jamais manqué de rien. Ma mère a travaillé chaque jour de sa vie pour me donner la vie que j'ai aujourd'hui. Elle ne s'est jamais remariée, n'a jamais essayé de commencer une nouvelle vie. Peut-être qu'elle ne le pouvait pas. Peut-être que j'étais tout son monde. Elle a exercé tous les types de travail que vous pouvez imaginer. Nettoyer les maisons, faire la lessive des voisins, servir les tables et même repasser les chemises des employés de bureau du quartier. Quoi qu'il en soit. Et même lorsque les temps étaient durs, je n'avais jamais faim. Si elle devait se passer de nourriture, elle le faisait juste pour que je ne le fasse pas. J'avais toujours de bons vêtements pour l'école tandis qu'elle alternait entre 2 vieilles robes et un pull usé. J'ai tout vu. Les sacrifices, l'épuisement, mais aussi toujours le sourire. Elle ne m'a jamais fait sentir comme un fardeau. Je pensais que c'était un ange déguisé en femme. La seule fois où je l'ai entendue élever la voix, c'était quand j'avais 16 ans. Elle toussait beaucoup, avait l'air pâle et bougeait plus lentement que d'habitude. Je pouvais dire qu'elle tombait malade, mais elle allait quand même travailler tous les matins. Un soir, je lui ai dit, « Maman, je veux trouver un travail. C'est à moi de prendre soin de toi. C'est comme ça que ça marche. Je suis ta mère. Ton travail, c'est d'avoir les meilleures notes possibles et d'entrer dans la meilleure université. Apprenez à utiliser tes mains. Apprenez à donner. C'est comme ça qu'on devient quelqu'un de fort. » C'est comme ça que j'ai rencontré Linda. Nous étions tous les 2 bénévoles pour un projet de banque alimentaire hors du campus. Je l'ai tout de suite remarqué, triant des cartons avec cette concentration tranquille, les manches retroussées, le visage rouge après avoir soulevé des sacs lourds. Elle souriait à tout le monde comme s'il comptait. Linda est une bonne personne, forte et réfléchie, mais j'ai toujours su qu'elle n'était pas proche de sa famille. Elle ne parlait jamais beaucoup de ses parents, et je sentais qu'il y avait là une certaine distance, quelque chose qui la laissait un peu vide intérieurement. Mais quand elle a rencontré ma mère, quelque chose a changé. Elle l'adorait. Dès la première conversation, c'était comme s'ils se connaissaient depuis des années. Parfois, je plaisante, je pense que tu aimes ma mère plus que moi. Linda riait et disait, peut-être que oui. Et je pense qu'au fond, c'était vrai parce qu'elle cherchait quelque chose qu'elle n'avait jamais eu en grandissant. Un lien entre mère et fille qu'elle n'avait pas de sa mère. Quand j'ai fini mes études, j'ai trouvé un bon travail, stable, quelque chose qui m'a finalement donné le sentiment que tous les sacrifices de ma mère avaient signifié quelque chose. Linda et moi avons emménagé ensemble peu de temps après, et je pensais que tout allait bien jusqu'à ce qu'elle commence à se sentir mal à l'aise avec la fréquence à laquelle j'appelais ma mère. Ce n'était pas comme si je passais des heures au téléphone. C'était juste 10 à 15 minutes par jour. Je m'enregistrais, lui demandais si elle avait besoin de quelque chose, parfois je lui racontais ma journée, parfois je l'écoutais simplement. C'était notre rythme. Je ne pensais pas que c'était excessif, mais Linda a commencé à en parler. « Est-ce que tu dois vraiment l'appeler tous les jours ?» Elle a demandé une fois alors que je raccrochais le téléphone. Je l'ai regardée surprise. « C'est juste un court appel, Linda. » « Je sais, mais c'est tous les jours. Tu ne peux pas sauter un jour ou 2. Ce n'est plus comme si elle était seule. Elle a des amis, non ? Elle m'a, dis-je simplement. Elle n'en a pas reparlé pendant un moment, et j'ai pensé qu'elle avait peut-être juste besoin de temps pour s'adapter. Je veux dire, je l'ai eu. Tout le monde n'est pas habitué à ce genre de lien, mais je n'allais pas arrêter d'appeler ma mère simplement parce que cela mettait quelqu'un mal à l'aise, surtout pas après tout ce qu'elle avait fait pour moi. 2 ans plus tard, j'ai acheté une maison pour ma mère. Nous n'en avions jamais eu auparavant. En grandissant, nous vivions dans des appartements loués, déménageant à chaque fois que le loyer augmentait ou que le propriétaire changeait d'avis. Quand j'étais enfant, je restais éveillée la nuit.
Rêver d'un endroit qui serait le nôtre où personne ne pourrait nous demander de partir. Cette maison n'était pas qu'un cadeau. C'était une promesse tenue. Pour tout ce qu'elle a sacrifié, c'était le moins que je pouvais faire. Et pour moi, ce n'était pas négociable. C'est à ce moment-là que les choses ont commencé à devenir tendues avec Linda. Elle a dit, j'ai juste l'impression que nous devrions d'abord penser à nous. Linda, je lui ai dit, acheter une maison à ma mère est mon rêve depuis que je suis petit garçon. Je ne peux pas l'ignorer. Je ne le ferai pas. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Elle en a parlé à ma mère avant que j'aie la chance de lui donner les clés. La maison était censée être une surprise pour son anniversaire. Ma mère ne savait même pas que je l'avais achetée. Un soir, ma mère m'a appelé, la voix basse. Yvan, j'apprécie, mais ce n'est peut-être pas nécessaire. Linda et toi devriez utiliser la maison. Peut-être quand tu te marieras. Je ne veux pas être un problème entre vous deux. J'étais furieux, pas contre elle, mais contre la situation. J'ai pris une inspiration et j'ai dit, non, maman. Cette maison est à toi. Tu peux en faire ce que tu veux. Vends-la. Vivez louez-la, je m'en fiche. Mais il est temps que vous pensiez d'abord à vous. Cela a créé beaucoup de tensions, mais d'une manière ou d'une autre, nous nous en sommes sortis. Linda et moi nous sommes mariés et avons finalement acheté notre propre maison. La vie s'est à nouveau stabilisée et les choses allaient bien pendant un certain temps jusqu'à il y a 2 mois, quand ma mère est tombée malade. Tout a changé après ça. J'ai dit à Linda que je voulais je n'ai pas accepté que ma mère vienne vivre avec nous pour que je puisse prendre soin d'elle. Elle a dit que cela perturberait notre vie, que cela nous mettrait trop de pression. J'ai juste besoin d'être là pour elle maintenant, comme elle l'avait toujours été. Je ne m'assois pas bien avec Linda. Nous n'avons pas encore d'enfants. Nous travaillons tous les deux. Je rentre à la maison à 18h. Normalement. Mais maintenant, comme ma mère est malade, je passe d'abord la voir. Je rentre à la maison vers 8h. Le week-end, je passe peut-être 1 ou 2 heures avec ma mère et le reste du temps avec Linda. Nous allons à des rendez-vous. Nous passons du temps ensemble. Je prends toujours du temps pour elle. Je l'accompagne même dans ses loisirs, ateliers de poterie, de yoga, de jardinage. Et elle ne m'a jamais rejoint pour aucun des miens. Puis, il y a 2 jours, elle m'a fait asseoir et m'a dit, j'y ai réfléchi et je pense que tu donnes trop la priorité à ta mère. J'ai besoin de savoir. Je dois être sûre que tu construis une vie avec moi, pas avec elle. Je la regardais, stupéfaite. Linda, je ne t'ai jamais fait sentir seconde. J'ai fait tout ce que je pouvais pour équilibrer les deux. Elle croisa les bras. Ce n'est plus le cas. Cela m'a vraiment frappé parce que la vérité est que j'en fais beaucoup. Nous travaillons tous les deux, oui, mais c'est moi qui cuisine et je paie une personne pour faire le ménage. Je m'assure de faire la vaisselle qu'elle aime. Je nettoie toujours la cuisine après les repas, même si je suis fatiguée. Je ne me plains jamais. Je fais tout mon possible pour lui faciliter la vie. Quand je rentre du travail, je lui fais couler des bains, je lui fais des massages et je lui achète des fleurs. J'écris ses poèmes et je les cache partout dans la maison, juste pour qu'elle les trouve quand elle s'y attend le moins. 1 fois par mois, nous faisons un voyage ensemble, rien que nous deux. Je gagne beaucoup plus d'argent qu'elle et je lui ai dit qu'elle n'avait pas à se soucier de contribuer aux factures. Je m'occupe de tout, même de sa part. Je l'écoute toujours et j'essaie de prendre en compte ses opinions dans tout ce que nous faisons. Je pense que je suis facile à vivre. Je peux changer d'avis pour m'adapter au sien. Mais après tout ce qui s'est passé, j'ai commencé à réaliser quelque chose. Linda essaie de dominer complètement notre relation. Il n'y a qu'une chose que j'ai mise au clair, un sujet sur lequel je n'ai pas bougé, ma relation avec ma mère, et maintenant elle me lance un ultimatum. Je n'arrive pas à croire que j'en suis à ce point. Je ne suis pas parfait, mais j'ai toujours fait tout ce que je pouvais pour qu'elle se sente valorisée. J'ai été plus que patient, mais c'est ici que je fixe la limite. Je ne peux pas être la personne qui abandonne ma mère quand elle a le plus besoin de moi, surtout pour quelque chose d'aussi insignifiant que l'inconfort de Linda. Alors je me suis dit, il est temps d'avoir une conversation avec Linda. Je dois fixer des limites, et si elle ne peut pas les accepter,
eh bien, il est peut-être temps pour nous de nous séparer. Elle ne dit toujours rien, se contentant de me regarder, figée sur place. Le silence était insupportable, alors j'ai finalement repris la parole. Je vais dans un hôtel pour l'instant, dis-je en essayant de garder ma voix ferme. Nous discuterons plus tard de la manière dont nous allons nous séparer. Je n'ai pas attendu sa réponse. J'ai rassemblé certaines de mes affaires, des vêtements, quelques objets personnels, et je suis partie. Ce n'était pas facile, mais je savais que c'était la bonne décision. Je ne pouvais pas rester là. Pas quand les choses étaient si tendues entre nous. Le lendemain, je suis allée voir ma mère. Je ne lui avais encore rien dit de ce qui s'était passé. Je ne voulais pas lui imposer nos problèmes, surtout pas maintenant qu'elle était malade. Elle traversait déjà tellement de choses et la dernière chose que je voulais, c'était ajouter encore plus de stress à sa vie. De toute façon, je n'ai jamais discuté de mes problèmes de mariage avec ma mère. Elle adorait Linda et Linda l'avait toujours traitée comme une seconde mère. C'était un lien qu'ils partageaient et que je n'avais jamais vraiment remis en question. Quand je suis arrivée chez ma mère, elle a immédiatement remarqué que quelque chose n'allait pas. Yvan, que se passe-t-il, demanda-t-elle, la voix pleine d'inquiétude. Je ne pouvais pas lui mentir, mais je ne pouvais pas non plus lui dire toute la vérité. Je lui ai juste dit que tout allait bien, que je m'occupais de certaines choses, mais je ne voulais pas en parler davantage. C'est à ce moment-là qu'elle a mentionné quelque chose qui m'a pris au dépourvu. Linda n'est pas venue aujourd'hui, dit-elle doucement, comme si elle n'était pas sûre de devoir en parler. Je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir un sentiment de trahison. Ma femme, qui avait autrefois exigé que je réduise mon temps avec ma mère, passait du temps avec elle quotidiennement, sauf maintenant. Je ne lui ai jamais demandé de faire quoi que ce soit pour ma mère. Et pourtant, elle avait toujours pris soin d'elle à sa manière. Elle avait même appelé ma mère maman, ce qui me mettait toujours mal à l'aise. Je voulais prendre soin de ma mère, pas d'elle. Mais ensuite j'ai réalisé que ce n'était peut-être pas à propos de ma mère. Peut-être que Linda essayait de créer un lien avec elle, un lien qu'elle n'avait jamais eu avec sa propre mère. Et je l'ai compris d'une certaine manière. Linda m'avait déjà dit que sa mère l'avait toujours maltraitée. Elle avait dit que sa mère lui disait que c'était un accident, qu'elle n'aurait pas dû naître. Sa mère a même regretté de ne pas l'avoir avortée. Personne ne devrait avoir à entendre cela de la part de ses parents. Cela m'a brisé le cœur de savoir que Linda avait vécu avec cette douleur. C'est probablement pourquoi elle s'est attachée à ma mère, la considérant comme une figure maternelle, quelqu'un qui pouvait lui donner l'amour et l'acceptation dont elle avait toujours rêvé. Je ne lui en ai pas voulu. Je n'ai jamais rien dit lorsqu'elle avait demandé l'attention de ma mère parce que je savais à quel point c'était important pour elle. Et en plus, ma mère avait toujours assez d'amour pour tout le monde. Elle l'a donné gratuitement à tous ceux qui en avaient besoin. C'est juste qui elle était. Après que j'ai quitté la maison pour étudier, ma mère est devenue mère adoptive. Elle avait toujours ouvert son cœur et sa maison aux enfants qui en avaient besoin. Même maintenant, 2 ans après que je lui ai acheté cette maison, elle accueillait toujours des enfants. J'ai aimé chacun d'eux et j'ai gardé contact avec beaucoup d'entre eux. Pour moi, c'étaient mes frères et sœurs et nous partions tous en vacances ensemble une fois par an. Ma mère, les enfants, Linda et moi. Chaque année, je prenais 2 mois de congé. 6 de ces semaines ont été consacrées à ma femme et à moi, mais les 2 autres ont été consacrées à ma mère et à mes enfants. Je passais du temps avec eux, je les emmenais en voyage et j'étais juste là pour ma mère. C'était toujours une question d'équilibre, mais d'une manière ou d'une autre, cela n'était jamais suffisant pour Linda. Elle n'a jamais semblé comprendre pourquoi c'était si important pour moi. Elle n'aimait pas le temps que je passais avec eux, comme si cela nous enlevait quelque chose. Quoi qu'il en soit, je divague. Quand ma mère m'a dit que Linda n'était pas venue la voir ce jour-là, j'étais inquiet. Je suis rentrée chez moi en espérant que tout allait bien. Je suis entrée et j'ai trouvé Linda dans la salle de bain, ses vêtements éparpillés sur le sol. Ses yeux étaient rouges, comme si elle pleurait depuis des heures. La voir ainsi, brisée et vulnérable, était insupportable. Elle avait tellement de fierté. Mais à ce moment-là, tout semblait fondre. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui tendre la main. Je l'ai aidée à sortir de la salle de bain, mon esprit s'emballant avec tout ce que je venais de découvrir.
Mais elle n'a rien dit. Elle s'est effondrée devant moi, les larmes coulant sur son visage. Je ne sais pas combien de temps cela a duré, 1 heure, peut-être 2. Mais Linda n'arrêtait pas de pleurer. Elle se calmerait un peu, puis recommencerait à pleurer. Je suis resté silencieux, ne sachant pas quoi dire ou faire. Je n'étais pas en colère. J'étais juste engourdi, j'essayais de comprendre ce qu'elle disait et ce que cela signifiait pour nous. Finalement, elle reprit la parole, sa voix étant à peine un murmure entre les sanglots. Au fond, elle a commencé, je n'ai jamais voulu que tu sois moins impliqué dans la vie de ta mère. J'ai toujours été jalouse de ta relation avec elle. J'ai toujours été jalouse de l'attention qu'elle accordait aux autres enfants. Je sais que ce n'était pas rationnel, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. J'ai toujours voulu être le numéro 1 dans son cœur. C'était comme une compétition pour moi. Mon esprit tournait. Je n'arrivais même pas à comprendre ce qu'elle disait. Elle a continué, alors, quand tu as voulu prendre soin d'elle, je ne voulais pas que ce soit toi qui fasses ça. Je ne pouvais tout simplement pas le supporter. Honnêtement, j'étais furieux. Bien sûr, je ne l'ai pas montré extérieurement. Je ne pouvais tout simplement pas croire ce que j'entendais. Était-elle une psychopathe? Comment pouvait-elle donner la priorité à sa propre jalousie plutôt qu'à la santé et au bien-être de ma mère qui était gravement malade? C'était comme si elle était prête à saboter ma relation avec ma mère juste pour satisfaire une compétition tordue dans son esprit. Elle nous a mis dans cette position où j'envisageais sérieusement de divorcer et elle ne semblait toujours pas comprendre à quel point tout cela n'allait pas. Puis elle a lâché une autre bombe. J'étais jalouse de toi, a-t-elle admis en me regardant avec des yeux remplis de larmes. J'aurais aimé être à ta place. Si j'avais dû choisir, j'aurais même choisi d'être l'enfant de ta mère plutôt que ta femme parce qu'elle pouvait t'atteindre d'une manière que je ne pouvais pas. Tu as toujours été sa priorité. Le poids de ces paroles m'a frappé durement. L'amour de ma vie, la femme que j'ai épousée, me disait qu'elle préférait être l'enfant de ma mère plutôt que d'être mariée avec moi. C'était plus que de la simple jalousie. C'était quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose que je n'étais pas sûre de pouvoir réparer. Je ne savais pas comment répondre. Pas immédiatement. C'était comme si j'entendais ces paroles mais que je ne comprenais pas vraiment la profondeur de ce qu'elles disaient. Et toi, Yvan, tu vis comme si tu n'avais besoin de personne, mais tu ne laissais personne t'atteindre. Il y a un sentiment de non-forme dans mon estomac. Elle avait raison d'une certaine manière. Je suppose que j'avais toujours vécu comme si je n'avais besoin de personne. J'ai repoussé les gens sans m'en rendre compte. Même Linda, même si je l'aimais, je ne la laisserais jamais m'atteindre. Et maintenant, je me demandais si cela l'avait conduite à cet endroit de jalousie et de ressentiment. À ce moment-là, je ne savais pas quoi faire d'autre. Je l'ai simplement écoutée jusqu'à ce qu'elle ait fini, essayant de donner un sens à tout. Elle était si brisée, si crue devant moi, mais je ne pouvais pas dire si elle avait vraiment des remords ou si elle était simplement coincée dans son propre chaos émotionnel. Finalement, elle s'est endormie et je l'ai aidée à se coucher, en repliant soigneusement les couvertures autour d'elle. Puis je suis allée dormir dans une autre pièce. Je n'avais pas envie d'être près d'elle. J'avais besoin d'espace pour réfléchir, pour traiter. Le lendemain matin, Linda a agi comme si de rien n'était. Elle était toujours elle-même, la même Linda que j'avais toujours connue, sauf qu'il y avait une étrange distance entre nous. Elle me regardait avec les mêmes yeux, mais je ne parvenais pas à chasser la conversation de mon esprit. « Je n'ai pas besoin de pitié, dit-elle avec désinvolture, presque comme si de rien n'était. Je vais bien. Je ne savais pas comment répondre. Je lui ai dit que je ne la plaignais pas, que je l'aimais, mais notre échange n'avait pas vraiment de profondeur. Elle est partie travailler et j'ai fait de même, mais au lieu de rentrer chez moi, je suis restée à l'hôtel. J'avais besoin de distance, de temps pour comprendre la suite. Pendant ce temps, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à tout ce qu'elle avait dit. Elle avait raison sur certaines choses, sur le fait que j'avais toujours tenu les gens à distance. Mon mécanisme de défense était en place depuis aussi longtemps que je me souvienne. Je ne suis jamais restée assez longtemps au même endroit pour vraiment m'enraciner ou établir des liens durables. En grandissant, j'ai déménagé plus de 50 fois entre des appartements et des chambres d'hôtel. Parfois, nous nous installions à peine avant de devoir repartir.
C'était toujours difficile de se faire des amis parce que je savais que nous ne resterions pas. À 15 ans, j'avais bougé plus que la plupart des gens au cours de leur vie. C'était dur, voire déchirant, à chaque fois qu'il fallait partir. Et à cause de cela, j'ai toujours vécu mes relations comme si j'étais simplement accroupie dedans. Je n'ai jamais complètement déballé mon cœur, je ne me suis jamais complètement installée parce que j'avais toujours peur d'être expulsée, abandonnée à nouveau. Je pensais avoir fait les choses différemment avec Linda. Je pensais que j'étais plus investie avec elle qu'avec n'importe qui d'autre. Mais maintenant, je n'en étais plus si sûre. Peut-être qu'elle avait raison. Peut-être que je ne l'avais jamais vraiment laissée entrer. Peut-être que je l'avais repoussée, même si je ne le voulais pas. Je ne savais pas quoi faire maintenant. Peut-être que nous n'avions pas besoin d'aller aussi loin. Peut-être que nous pourrions encore résoudre ce problème. Mais là encore, je n'en étais plus sûre. Je n'étais pas sûre que nous puissions en revenir. Ce dont nous avions besoin, ce n'était pas de divorcer. C'était une thérapie. Mais ensuite, tout a empiré. Un peu plus d'une semaine après notre conversation, j'ai reçu un appel de l'hôpital. C'était à propos de Linda. Elle avait été hospitalisée. Apparemment, elle ne se sentait pas bien. Je me suis précipitée, mais quand je suis arrivée, elle a refusé de me voir. Je n'ai jamais vu une telle haine dans les yeux de qui que ce soit. C'était comme si elle regardait à travers moi, comme si je n'étais même pas là. Je ne savais pas quoi faire. Je viens de dire à sa meilleure amie de rester à ses côtés pour lui apporter le soutien dont elle avait besoin. Je n'y étais plus la bienvenue et je ne savais pas comment gérer ce rejet. Je suis ensuite allée chez ma mère. Elle pouvait dire que quelque chose n'allait pas. « Que as-tu fait à ta femme ?» demanda-t-elle, la voix remplie d'inquiétude. Il ne faut jamais stresser une femme enceinte. Attends, quoi ? Lâché-je, mon esprit tournait, mon cœur se serra alors qu'elle continuait. Elle m'a demandé de ne pas te le dire. Ma mère a expliqué, mais Linda est enceinte. Elle voulait attendre d'être prête à te le dire elle-même. Enceinte ? Linda était enceinte. Je ne sais même pas comment gérer cette nouvelle. J'étais submergée d'émotions contradictoires. Une partie de moi était en colère parce que c'était ma mère qui devait me le dire, et non Linda elle-même. Mais une autre partie de moi était heureuse. Heureux d'être père, même si je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Mais toute cette confusion m'a frappée d'un coup et j'étais coincée au milieu de ce moment surréaliste. Je n'arrivais pas à penser clairement. Je devais voir Linda. Je suis retournée à l'hôpital en essayant de donner un sens à tout. Quand je suis entrée, elle m'a regardée avec le même air amer. Je sais, dis-je en essayant de m'approcher d'elle. Je sais que tu es enceinte. Ses yeux brûlaient de colère. Tu n'aurais jamais dû le savoir, cracha-t-elle. J'ai perdu le bébé et c'est de ta faute. En un instant, j'ai été frappée par une nouvelle dévastatrice. Non seulement ma femme était tombée enceinte sans me le dire, mais maintenant elle m'accusait d'avoir provoqué la fausse couche. Je ne pouvais même pas comprendre le poids de ces mots. Comment pouvait-elle me blâmer pour quelque chose que je ne connaissais même pas, pour quelque chose que je n'aurais pas pu faire ? Je ne voulais pas te le dire parce que j'avais besoin de voir si tu pouvais le gérer, a-t-elle poursuivi, la voix tremblante d'amertume. J'avais besoin de voir si tu pouvais tout gérer. Moi, tes responsabilités et un bébé en même temps. J'étais sans voix. Elle ne me l'a pas dit parce qu'elle pensait que je ne pouvais pas supporter d'être père. Toutes les années, j'avais voulu des enfants, et c'était comme ça que ça allait se passer. J'avais été patient, je l'avais soutenu et j'avais accepté son choix de donner la priorité à sa carrière. Et maintenant ça. Maintenant, elle m'accusait de ne pas être capable de le gérer. Je ne savais pas quoi dire. La colère bouillonnait en moi, mais je ne pouvais pas la dire. Je ne pouvais pas la blesser plus qu'elle ne l'avait déjà fait. Alors, je suis restée là, impuissante. Elle m'a demandé de partir et je suis partie en ressentant un mélange d'émotions que je ne pouvais pas démêler. La trahison, la confusion et une colère brûlante que je ne pouvais diriger nulle part. De la même manière, comment pourrais-je ? Elle n'arrêtait pas de me blâmer pour la fausse couche, elle continuait à m'éviter. Je ne savais même pas comment être avec elle. La colère que je ressentais envers elle était suffocante.
Je m'occupais d'elle à la maison, mais tout était mécanique. Nous n'avons pas parlé. Pas vraiment. Il y avait trop d'amertume entre nous. Trop de ressentiment. Je savais une chose avec certitude. Je ne pouvais pas rester avec elle. Ce n'était pas possible. Je n'étais pas sûre de pouvoir un jour lui pardonner ce qu'elle avait fait. Pour m'avoir caché quelque chose d'aussi énorme, pour m'avoir reproché quelque chose qui n'était même pas de ma faute. Mais je savais aussi que je ne pouvais pas prendre une décision permanente tant j'étais en colère. Je devais penser clairement. Je devais avoir une certaine perspective. J'ai commencé à consulter un psychologue. Il m'a dit que la patience était la meilleure arme dont je disposais. Il m'a dit que je ne devrais pas prendre de grandes décisions basées sur des émotions qui pourraient être temporaires. Il y avait peut-être des choses à récupérer ici, mais je n'en étais pas sûre. Pas encore. J'avais besoin de temps pour déterminer s'il y avait un moyen de résoudre ce problème ou si c'était déjà trop cassé pour l'homme. Quelques mois plus tard, après une fausse couche, oui, elle était bel et bien enceinte. Je devais prendre soin d'elle parce qu'elle ne pouvait pas le faire seule. Après tout ce qui s'est passé, je n'avais en moi que de la colère et de la haine. Mais comme je l'ai dit la dernière fois, si quelque chose est suffisamment fragile pour se briser, vous n'avez pas d'autre choix que de le traiter avec douceur. Je ne voulais pas qu'elle se brise. Je ne voulais pas la quitter dans les pires moments de sa vie. J'ai donc fait mon devoir de mari malgré tout. Cependant, son état mental ne cessait de se détériorer. Elle pensait qu'elle était toujours enceinte. Une nuit, elle délirait, elle se parlait toute seule. Elle m'a pris pour son père et pensait que j'allais lui faire du mal. Je ne savais pas quoi faire. C'était terrifiant. J'ai dû appeler les urgences. Après l'examen, un psychiatre m'a conseillé de la faire hospitaliser. C'est ce que j'ai fait. Elle y a passé 6 semaines. On lui a diagnostiqué un trouble de la personnalité limite. Les médecins soupçonnaient également des troubles délirants et qu'elle avait été fortement maltraitée lorsqu'elle était enfant, mais ils ne pouvaient pas m'en dire beaucoup. Elle ne voulait voir personne, surtout sa famille. Elle a suggéré que nous communiquions par lettres. Chaque fois que je lui rends visite, je prends sa lettre et le lendemain je laisse tomber la mienne. C'est fou, mais j'ai l'impression que pendant ces 2 mois, j'ai appris à la connaître mieux que les 10 années que nous avons passées ensemble. Cela m'a rappelé à quel point elle était bonne, malgré ses défauts. Elle voyageait pour aider à construire des écoles, des puits et tout ce qui pouvait aider les personnes vivant dans la pauvreté. Elle n'a pas seulement donné de l'argent. Elle a aidé de ses propres mains. Elle était le genre de personne qui aidait un étranger, même s'il ne parlait pas la même langue, juste pour s'assurer qu'il prenne son train, même si cela impliquait de rater le sien. Honnêtement, elle était comme une mine d'or, pleine de ressources, de gentillesse et d'amour. Même si nous avions de l'argent, nous aimions prendre les transports en commun pour nous rappeler l'époque où nous étions sans le sou et simplement pour profiter de la vie. Tout ce dont nous avions besoin, c'était l'un de l'autre. Nous voyagerions sans argent et nous défierions les uns les autres pour voir jusqu'où nous pourrions aller. Ce furent les meilleurs moments de notre vie. Nous étions très proches et amoureux. Nous pensions que rien ne pourrait jamais nous briser. Alors, qu'est-ce qui a changé depuis? Nous avons essayé de le comprendre dans les lettres que nous nous envoyons. Nous parlons de beaucoup de choses. Je n'entrerai pas dans les détails, mais elle a reconnu ses erreurs et j'ai reconnu les miennes. Elle a assumé l'entière responsabilité des conséquences de ses actes. Elle s'est excusée de la façon dont elle m'avait traité et a reconnu que la seule issue possible était que nous divorcions. Elle a dit qu'elle avait besoin de guérir et de travailler sur elle-même. Elle a mentionné qu'elle avait un long chemin à parcourir et que ce n'était pas juste pour moi. Elle a dit que vu son état, je n'allais pas lui parler de divorce. Elle a dû le faire elle-même. Il y a des batailles qu'elle doit mener seule. Sinon, elle ne sera jamais la meilleure version d'elle-même. Elle ne sait pas combien de temps cela va prendre. Mais si elle y arrive et que je n'ai pas avancé, alors elle sera ravie de recommencer avec moi. J'ai toujours vécu avec l'idée de réparer les choses cassées plutôt que de les jeter. Mais ça ne marche pas avec les humains. Vous ne pouvez pas réparer quelqu'un à moins qu'il ne veuille être réparé. Et je n'aurais pas eu la force de réparer quelqu'un parce que je consacre toute mon énergie restante à essayer de me réparer.
Si Linda n'avait pas pris la décision qu'elle avait prise, j'aurais moi-même proposé de divorcer. Paradoxalement, c'est parce qu'elle a pris la décision qu'elle a prise que j'ai vu qu'il y avait de l'espoir pour nous. Je lui ai alors proposé une séparation plutôt qu'un divorce. Je lui ai dit que dans un an, si nous voulons toujours divorcer, nous divorcerons. Si nous sommes convaincus que nous pouvons entretenir une relation saine, nous apprendrons à nous connaître à nouveau, à communiquer et à essayer de faire les choses différemment. Elle a accepté et a dit que c'était ce qu'elle espérait à sa sortie de l'hôpital. Elle ne voulait pas que nous nous rencontrions car si nous nous voyions, elle n'aurait pas eu la force de tenir ses résolutions. Pour ma part, je n'avais pas encore abandonné tous les sentiments négatifs liés aux événements survenus avant son hospitalisation. Donc, en fin de compte, c'était mieux pour nous deux. Nous avons choisi de continuer à nous envoyer des lettres, et cela me convient pour l'instant. Elle a pu voir ma mère et elle m'a écrit ce que ma mère lui avait dit. Ma mère a dit qu'elle serait toujours une figure maternelle pour elle, malgré les mauvaises décisions que Linda avait prises. Elle a dit à Linda qu'elle n'avait pas à rivaliser pour son amour parce qu'elle l'avait déjà, et c'est une chose qui ne changera jamais. Linda m'a alors demandé si j'étais d'accord qu'elle soit en contact avec ma mère. Je lui ai dit que c'était à eux de décider et qu'elle n'avait pas besoin de mon consentement. Cependant, je lui ai dit qu'elle n'allait probablement pas voir ma mère trop souvent parce que j'avais décidé d'aller dans un autre pays avec ma mère pour qu'elle puisse bénéficier de l'un des meilleurs hôpitaux du monde, celui d'Europe. Concernant ma part, je suis en Allemagne depuis presque un mois maintenant. Nous venons de France et j'apprends à déléguer le travail. C'est une résolution que j'ai prise pendant ma thérapie. J'avais besoin d'une thérapie et c'est surtout vous qui m'avez convaincu. Je vous serai toujours reconnaissant. Les séances de thérapie étaient si lourdes et fatigantes que je n'avais plus la force de faire grand-chose après avoir quitté la chambre de mon thérapeute, mais cela s'est amélioré avec le temps. Je travaille actuellement à distance. Je retourne en France une fois par semaine pour régler mes affaires au travail et continuer mes séances de thérapie car je ne veux pas changer de thérapeute. J'ai réussi à consacrer du temps uniquement à moi-même, ce qui est vraiment bien. Un de mes frères adoptifs souhaitait venir avec nous en Allemagne car il peut également travailler à distance. Il est d'une grande aide. Bref, je vais de mieux en mieux. À propos de ma mère. C'est probablement le sujet le plus difficile à aborder et j'avoue que je n'ai pas vraiment envie d'en parler. Mais je pense aussi qu'en parler ici est une bonne pratique pour pouvoir en parler dans ma vie. Il y a quelques années, nous vivions d'appartement en appartement, d'hôtel en hôtel. C'était l'un des pires moments de notre vie. L'État nous trouvait toujours un endroit où dormir parce que nous étions une mère célibataire et un enfant. Ce n'était pas stable car il fallait changer de place à chaque fois, mais c'était mieux que de dormir dehors. Ma mère était et est toujours une très belle femme. Il se trouve qu'elle a reçu des propositions sexuelles pour un appartement juste sous mes yeux. Je ne sais pas ce qu'elle a vécu avec mon père, mais elle n'a jamais voulu être avec quelqu'un d'autre parce qu'elle dit que la mort n'empêche pas une relation amoureuse de continuer. Il y avait une association qui s'occupait de nous en nous trouvant toujours un endroit où passer la nuit. Un jour, une des personnes chargées de nous trouver un endroit où dormir a voulu que nous logions dans son appartement. La fois où ils nous ont trouvé un meilleur endroit car nous étions dans un hôtel très insalubre. Ma mère ne voulait pas y aller, mais je l'ai convaincue d'y aller parce que l'idée de dormir au chaud dans un bon lit était la seule chose à laquelle je pouvais penser. Mais après avoir dîné chez lui, il a commencé à faire des démarches auprès de ma mère qu'il a immédiatement arrêté. Il nous a dit que c'était soit ça, soit on sortait de chez lui. Alors, nous sommes partis. Nous sommes retournés à l'hôtel où nous étions, mais notre chambre était déjà prise. Nous ne pouvions rien faire du moins ce jour-là. Nous avons donc choisi de dormir dehors. À un moment donné, alors que nous dormions, nous avons été réveillés par un groupe d'hommes qui tentaient d'agresser ma mère. Ils m'ont frappé si fort que j'ai failli être assommé. D'autres hommes qui, je suppose, revenaient d'une fête ont entendu les cris et sont venus nous aider. Nos assaillants ont pris la fuite. Elle s'est levée, m'a pris le bras et m'a dit que cet endroit n'était pas sûr, qu'il fallait chercher un endroit plus sûr. C'était tout. Nous n'avons plus jamais parlé de ce jour. Nous avons continué notre vie comme si de rien n'était. Les choses se sont finalement améliorées. Elle a travaillé dur pour que je puisse réussir. Elle a investi tout l'argent qu'elle a gagné toute sa vie dans mon projet. Et aujourd'hui, je lui dois l'entreprise que j'ai créée.
Comment a-t-elle réussi à survivre à l'enfer qu'elle a vécu? Depuis que j'ai accepté l'idée qu'elle était notre animal de compagnie, tout ce que je voulais, c'était lui en parler. Mais il ne s'agit pas de moi. Il s'agit d'elle. C'est elle qui a vécu le pire. J'aimerais tellement lui en parler, mais je ne sais pas ce que cela peut apporter de bon après tant d'années. C'est ça. C'est tout. Aujourd'hui, son état s'améliore. L'avenir s'annonce plus prometteur qu'il y a quelques mois.